Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du Handipact Bourgogne-Franche-Comté consacré à la thématique des maladies invalidantes. Donc il nous a semblé intéressant de venir sur cette thématique car elle touche de plus en plus de personnes et qui peut générer effectivement des incapacités, voire des complications graves. Donc dans le ministère de la Santé en 2012 indiquait qu'effectivement 19 millions de personnes étaient atteintes d'une maladie chronique, donc près d'une personne sur 4. Mais que nous avions une personne sur 5 qui rencontrait des limitations dans la vie courante, donc effectivement un impact invalidant qui peut effectivement s'opérer au cours de carrière, parce qu'une personne sur deux, donc près de la moitié, rencontre une problématique de santé de cet ordre quand elles sont encore dans la vie active. Donc aujourd'hui, nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir ces deux personnes professionnelles qui interviennent au centre Georges Leclerc de Dijon. C'est un centre de soins spécialisé en cancérologie et qui héberge également un centre de lutte contre la douleur. Donc, quelle que soit l'origine de la douleur, liée au cancer, mais également éventuellement troubles musculo-squelettiques ou différentes formes d'arthrite. C'est le seul centre de soins en France à proposer une consultation pluridisciplinaire afin d'accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi qui sont atteints de maladies chroniques invalidantes sur le champ professionnel. Donc c'est un accompagnement global qui va permettre à la personne de mieux vivre dans son quotidien, mais également de pouvoir accéder ou d'être maintenue dans l'emploi et de participer pleinement à la vie sociale. Donc avant de laisser se présenter ces deux professionnels, nous tenions d'ores et déjà à les remercier vivement de l'intérêt qu'elles ont porté à notre demande et de l'investissement qu'elles ont produit pour pouvoir faire ce webinaire aujourd'hui, au vu du contexte et de l'impact effectivement de la crise sanitaire qui a eu lieu sur leur organisation professionnelle, également du service à elles. Donc mesdames, bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Je suis Evelyne Billot, je suis responsable du service social en faveur des patients au centre Georges-François Leclerc. J'ai une formation initiale d'assistante de service social et une formation supérieure d'ingénieur. Bonjour, Marilyn Perrault, je suis médecin algologue au centre Georges-François Leclerc dans deux structures, le département de soins de support et qui prend en charge plutôt la douleur oncologique et le centre d'évaluation et de traitement de la douleur qui prend en charge plutôt la douleur chronique non cancéreuse. J'ai une formation à la base de médecin généraliste et je travaille au centre Georges-François Leclerc depuis 6 ans maintenant, initialement en oncologie et puis depuis 3 ans que en prise en charge de la douleur chronique. Merci mesdames. Fabrice, je vous laisse vous présenter et ouvrir cette journée. Oui, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous remercie effectivement d'être fort nombreux pour un sujet qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de présenter et donc je tiens effectivement à remercier nos deux intervenantes en fait qui vont nous apporter, je pense, un éclairage intéressant et pour avoir échangé parfois avec des référents handicap ou des DRH. Effectivement, c'est un angle en fait qui est parfois difficile à appréhender du point de vue des missions handicap chez les employeurs publics. Et donc, d'ailleurs, ça peut concerner également un employeur du secteur privé. Et donc, juste pour remettre également en perspective, ce sujet-là me semble effectivement très intéressant, puisque dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, il y a des évolutions et des réformes en fait qui concernaient la santé au travail pour la fonction publique, avec un train d'ordonnance qui est prévu, si tout va bien, à fin d'année, avec aussi des mesures qui vont concerner aussi la protection sociale des agents, et des mesures normalement qui doivent simplifier un peu les procédures liées au maintien dans l'emploi ou au retour dans l'emploi, notamment avec le recours à du temps partiel. Donc autant de problématiques qui seront évoquées par nos deux intervenants. Et je pense du coup, j'espère en fait que ça vous apportera à la fois des questionnements et puis parfois des éléments de réponse par rapport à des cas concrets que vous avez pu rencontrer. Et donc là, en tout cas, je vous souhaite un bon webinaire et puis je cède la parole du coup à Céline. Merci.
Donc effectivement, ce temps de webinaire est un temps d'animation du réseau des employeurs publics, mais également du service public à l'emploi ou de tous les partenaires qui travaillent sur le champ du maintien dans l'emploi. Donc n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue, vos messages et vos questions, chatter entre vous, partager vos interrogations, vos expériences. Éventuellement, si vous avez identifié des outils ou des acteurs sur le territoire qui vous ont permis d'accompagner des personnes confrontées à une maladie chronique invalidante, n'hésitez pas à partager ces informations. Et si vous rencontrez des problèmes de son, je vous rappelle que vous pouvez utiliser et suivre le webinaire exclusivement par téléphone. Le numéro est en bas de votre écran. Donc, la conciliation des maladies chroniques invalidantes avec la vie professionnelle reste complexe pour nos employeurs, parce qu'en effet, il y a une multiplicité de ces maladies. Donc, le docteur Perrault va venir nous préciser effectivement ce qu'est les troubles de santé invalidants. Je vais vous mettre, voilà. Je vous laisse la main. Très bien. Donc oui, on va débuter par quelques définitions et quelques chiffres qui sont quand même un préalable, je pense, indispensable pour ce webinaire. Donc on va débuter par les définitions de maladies chroniques, du handicap, comment elles ont pu évoluer, puis de maladies invalidantes. Donc, la maladie chronique, selon la définition de l'OMS, c'est un problème de santé quel qu'il soit, qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années, qui est souvent associé à une invalidité, donc à un retentissement sur le milieu du travail, et également à la menace de complications graves, donc là sur le champ plus personnel de la vie du patient. Elle recouvre ces maladies chroniques des maladies non transmissibles, les affections cardiovasculaires, le cancer ou les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, etc. Elle recouvre aussi le champ des maladies transmissibles comme les hépatites, le VIH ou d'autres pathologies transmissibles, le champ de la maladie mentale, où là le maintien dans l'emploi reste quand même très difficile pour les personnes atteintes de psychose, et des atteintes également fonctionnelles qui ne rentrent dans aucun cadre précédent, comme la cécité, les troubles sensoriels, mais également un domaine que je connais plus particulièrement, le domaine de la douleur chronique. Toutes ces pathologies, quelles qu'elles soient, ont deux traits communs. C'est la durée de la maladie, qui fait vraiment effraction dans la vie des patients et qui ne peut pas du tout être considérée comme une parenthèse dans leur vie avec une guérison et puis on revient à un état antérieur. C'est quelque chose qui les affecte dans tous les champs de leur vie et notamment sur le plan professionnel, avec l'obligation de la gestion de cette chronicité qui quelquefois est très compliquée pour les patients et pour vous les employeurs et pour leurs familles. Voilà. Donc cette définition entraîne le fait qu'il faut qu'on parle du handicap qui a été théorisé selon plusieurs personnes. Tout d'abord, ça a été théorisé par Philip Wood en 1980 qui définissait 3 niveaux dans le handicap. Déjà la déficience, qui est l'aspect lésionnel du handicap, qu'elle soit psychologique, physiologique ou anatomique. Ça intéresse plus les professionnels de santé, tout comme l'incapacité, qui est une réduction partielle ou totale d'une capacité, c'est l'aspect fonctionnel. Donc ça intéresse effectivement le corps médical, mais aussi ça commence à intéresser franchement le milieu professionnel. Et puis pour arriver à un désavantage pour l'insertion sociale, l'insertion scolaire ou professionnelle, c'est l'aspect situationnel du handicap. Donc là, qui est plutôt le champ, effectivement, du milieu social et du milieu professionnel. Cette définition ne rendait pas beaucoup compte des facteurs environnementaux dans la situation de handicap. Et donc, il y a eu une révision par l'OMS en 2001 qui reprend globalement les 3 premiers aspects de Wood
en rajoutant les facteurs environnementaux qui peuvent être handicapants pour le patient, quelle que soit sa déficience, son incapacité, son désavantage qu'il a antérieurement. Donc ça remet en exergue le fait que la situation de handicap résulte en fait de la rencontre entre une déficience et une situation de la vie courante, mais aussi les incompatibilités que cela implique dans un environnement qui devient de fait inadapté pour le patient. Cette révision par l'OMS en 2001 a été réintroduite dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes, avec la confirmation de la dimension sociale et environnementale dans le champ du handicap. Donc ça reste quelque chose qui est très important, notamment pour accompagner les patients dans leur vie sociale et dans leur vie professionnelle, pour voir comment on peut s'adapter, nous aussi, d'un point de vue médical, à leur situation nouvelle. Là, on a parlé de maladies chroniques, de handicap. On vient ensuite sur des concepts qui sont plus sociaux, avec une plus grande implication dans la vie sociale du patient et la vie professionnelle. C'est le cas de la maladie invalidante. La maladie invalidante, de par ses effets sur l'organisme, peut générer un handicap et évoluer dans le temps. Donc, c'est une partie de la maladie chronique qui est plus sur le champ social et professionnel. On voit bien que la déficience a une conséquence sur la limitation d'une fonction, qu'elle soit sensorielle, motrice, mentale. La maladie invalidante, elle entraîne une restriction d'activité, qu'elle soit liée à la maladie elle-même, mais à toutes les conséquences des traitements aussi des maladies. Nous, on le voit beaucoup dans le cadre du cancer. Les traitements sont pourvoyeurs de beaucoup de situations d'invalidité, que ce soit des neuropathies post-chimiothérapie, que ce soit des atteintes motrices, des douleurs. Ça reste comme les traitements sont quand même pourvoyeurs de beaucoup de situations d'invalidité. L'activité ainsi réduite, elle peut porter sur, comme je vous disais, sur l'activité motrice, la quantité du travail à accomplir, mais aussi la durée et l'intensité pour le réaliser. Là, on parle de la fatigabilité qui peut être consécutive à une maladie. Je voulais aussi refaire un point sur l'invalidité juridique, parce que je suis accompagnée de ma collègue Madame Guillot, qui est ingénieure sociale. L'invalidité au sens juridique, c'est ce qui va réduire les capacités de travail ou de gain. Donc là, on est vraiment dans le champ professionnel et dans le champ des ressources des patients. Et on voit bien que la diminution de la performance au travail, elle peut aboutir à un déclassement, elle peut aboutir à l'inaptitude, elle peut aboutir à un reclassement dans une autre fonction professionnelle, mais elle peut aussi aboutir au licenciement. Et il faut que nos patients puissent avoir tout ça à l'esprit, ce qui n'est pas forcément très facile quand ils sont dans des soins lourds et dans des pathologies qui sont difficiles à gérer au quotidien. Donc, comme Madame Demelou l'a introduit tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on puisse recentrer cette problématique, qui est une problématique qui est quand même assez intense. Il y a 10 millions de personnes qui sont concernées par le handicap, soit un quart de la population en âge de travailler. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, on a l'impression que dans notre entourage, on ne voit pas tant de personnes que ça pour lesquelles on dirait qu'elles ont une situation de handicap. Il y a 2,5 millions de personnes de 18 à 64 ans qui déclarent avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc ça date un petit peu, cette donnée, c'est 2008, c'est l'étude handicap et santé auprès des ménages, mais ça reste aussi comme très important. Et il y a 10 millions de personnes qui bénéficient du dispositif d'affection de longue durée, donc 96% au titre de l'ALD 30,
7% au titre de l'ALD hors liste et 1% au titre de la polypathologie invalidante. Alors, si vous avez bien compté, vous voyez que ça ne fait pas 100%. C'est normal, c'est parce que c'est au moins une affection de longue durée. Donc, il y a des patients qui sont dans différentes catégories. On voit bien que toute cette situation des handicaps, les dispositifs d'affection de longue durée et la RQTH entraînent un effet de disqualification sociale pour les patients. Ils nous le disent en consultation parce qu'il faut dévoiler le fait qu'on est malade ou qu'on bénéficie d'une prestation sociale, ce qui est quelquefois difficile pour eux à entendre et à accepter. Et souvent, beaucoup de patients ne bénéficient pas de ces dispositifs d'aide qui leur sont pourtant utiles, notamment la RQTH. Et je reviens sur le fait qu'on n'a pas l'impression dans notre entourage professionnel de connaître ou de cerner des personnes qui sont en situation de handicap. Ça s'appuie aussi sur un phénomène de déni collectif. On ne veut pas le voir. On ne veut pas voir dans notre entourage professionnel des personnes qui sont malades parce que dans la perception qu'on a, c'est incompatible avec le maintien dans une activité professionnelle. Soit on est malade, et dans ce cas-là, on est en arrêt, et on dit bien arrêt de travail à la place d'arrêt maladie, soit on n'est pas malade ni en situation de handicap, et dans ce cas-là, on est au travail. Et ça, c'est vraiment difficile pour les patients de se situer dans cet entre-deux, parce que la majorité des situations de handicap et de nos patients, notamment dans la douleur chronique, ne se voient pas. Un patient diabétique, très gravement diabétique, ça ne se voit pas non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a beaucoup de patients et de personnes dans notre milieu professionnel qui sont invisibles par rapport à leur situation de handicap. Pour les patients, pour les personnes en situation de handicap ou ayant une maladie chronique invalidante ou un trouble de santé invalidant, il y a plusieurs répercussions. Du point de vue personnel, la maladie chronique ou le trouble de santé invalidant est associé à un risque accru d'incapacité professionnelle, de limitation de l'activité, de perte ou de changement d'emploi, notamment à la reprise de l'emploi, et d'absentéisme au travail, que ce soit du fait des accentuations de la maladie, des traitements ou des deux. Et les affections de longue durée engendrent de fait des inégalités en termes de participation au marché du travail, de sous-emploi, de diminution de la durée du travail et de départ à la retraite prématurée. Des patients qui n'ont pas des carrières professionnelles pleines, et ces inégalités ne sont pas compensées par les dispositifs de protection sociale qui sont mis en place. Donc, on voit bien que d'un point de vue professionnel, pour les personnes atteintes d'un trouble de santé invalidant ou d'une maladie chronique, c'est un amplificateur des inégalités socio-économiques en lien avec la maladie et les conséquences de la maladie elle-même et de son traitement. Et d'un point de vue personnel pour ces personnes, on voit que elles souhaitent majoritairement poursuivre une activité professionnelle. Je vous ai cité plusieurs raisons. Il y a déjà la raison financière qui découle de la slide de l'avant, mais il y a aussi un intérêt que peut revêtir l'activité et les relations au travail qui sont quand même en France et dans beaucoup de pays occidentaux une partie majeure de notre vie. On passe quand même beaucoup de temps au travail, et pour les personnes qui ont eu la chance de pouvoir choisir leur activité professionnelle et qui se sentent bien, c'est important de pouvoir garder cette activité. Mais c'est aussi un puissant instrument pour se dégager de l'emprise de la maladie et de l'enfermement dans le statut social de malade. Ça, les patients nous le disent beaucoup. Quand ils sont atteints d'une maladie chronique et qu'ils l'ont plus ou moins dévoilé sur leur milieu professionnel, ils se sont tout de suite enfermés dans le statut de malade, qui doit être arrêté, qui doit prendre soin de lui,
avec une perte des repères professionnels et des relations. Voilà pour cette première partie. Donc, alors, docteur Perroux, effectivement, vous avez évoqué les difficultés que pouvaient engendrer les différents troubles de santé invalidants. Ils sont nombreux, chaque situation étant singulière. Comment on peut évaluer la perte justement de gains dans la fonction publique? Vous avez évoqué effectivement qu'il y avait des répercussions, que les personnes pouvaient être en incapacité sur certaines missions, et qu'effectivement, dans l'emploi, elles pouvaient être amenées à perdre en salaire ou à perdre en mission, en activité qu'elles pourraient engendrer. Vous m'entendez ou pas? Sur l'évaluation? Oui. Les outils d'évaluation, quels seraient les outils d'évaluation des séquelles fonctionnelles Voilà, et puis des répercussions sur la possibilité ou pas de la personne effectivement à reprendre. Donc c'est vrai qu'on a connaissance dans le réseau des Cap Emploi, par exemple, qui peuvent intervenir sur le volet maintien, qui peuvent accompagner à l'évaluation effectivement de cela, et les possibilités de la personne de maintenir une activité à temps plein ou pas. Après, est-ce que dans le cadre de l'accompagnement aussi des médecins spécialisés, vous pouvez préconiser un certain nombre de choses peut-être, au vu des traitements, au vu de l'impact et des répercussions que vous avez citées? De contre-indication, des effets de traitement. Alors, dans la pathologie cancéreuse, on voit bien, ça va être une partie que ça va être développé plus tard, mais on voit bien que ça dépend beaucoup de l'agressivité de la maladie d'un point de vue médical et puis des séquences de traitement. Après, on n'a pas de grille particulière pour évaluer la possibilité de retour à l'emploi, mais on connaît quand même assez bien les répercussions des traitements multiples et successifs des patients et des séquelles qu'ils peuvent avoir, notamment des séquelles douloureuses. Les patients sont majoritairement dans le cadre, par exemple, du cancer du sein, qui est quand même une pathologie qu'on connaît très bien chez nous. Les patientes sont quand même majoritairement demandeuses d'une reprise de leur travail. Après, on est quand même très au clair avec elles sur la fatigabilité, sur les effets secondaires des traitements et notamment des traitements par voie orale. Donc, c'est vraiment une évaluation pluridisciplinaire chez nous dans le cadre du département de soins support pour la reprise du travail avec la consultation d'aide à la reprise du travail qui nous aide beaucoup aussi parce qu'il y a un médecin du travail qui peut amener une réflexion pour les patients. D'accord. Donc ça, je pense qu'effectivement, vous allez le développer par la suite et ça fait une belle transition sur effectivement des répercussions qui vont être singulières en fonction des situations. Et là, c'est Madame Billot qui va venir préciser ces choses-là, en sachant qu'il y a peut-être aussi des retentissements qui vont être un peu transversaux à certaines maladies chroniques invalidantes. Je vous laisse la main. Absolument. Alors effectivement, je voudrais démarrer en vous présentant les éléments principaux d'une étude sur laquelle on s'appuie régulièrement pour travailler. C'est l'étude VICAN. L'Institut national du cancer avait proposé 2 études. D'abord, VICAN 2, c'était une étude sur la qualité de vie des patients à 2 ans après le diagnostic de cancer. Et là, en 2015, a été produite l'étude VICAN 5, où on continue de regarder de manière persistante qu'est-ce qui reste comme séquelles pour les patients qui ont été traités d'un cancer. Alors, il ne s'agit pas de regarder les séquelles immédiates ou les effets immédiats des traitements. On va vraiment regarder où en est le patient à échéance, à date. Donc, les données principales qui ressortent de cette étude, c'est les séquelles habituelles, mais c'est des séquelles qui sont tout à fait transposables à d'autres pathologies chroniques, comme vous l'a dit Céline. C'est d'abord la fatigue,
c'est ensuite les gènes dans les mouvements, les gènes dans la mobilisation du patient. C'est tout ce qui tourne autour de la douleur, donc qui est notamment traité dans notre département de soins de support avec Marilyn Perrault. Consécutivement à ça, viennent se greffer des troubles du sommeil, alors qui peuvent être vraiment extrêmement pénalisants pour garder un rythme de vie et reprendre une activité professionnelle. Les troubles cognitifs sont de plus en plus évalués et travaillés pour voir s'ils sont séquelaires au traitement ou voir s'ils sont séquelaires à la maladie. On a aussi des troubles de la concentration qui sont aussi effectivement particulièrement invalidants quand on est en activité professionnelle. Et puis, après l'épreuve du cancer, c'est la modification des sensibilités du corps, la transformation de la mémoire, des capacités physiques. Donc, l'état de performance initiale est dégradé, évolué, et présente des séquelles à échéance de 5 ans. Tout ça dans un contexte où il est bien difficile de répondre aux questions de comment mesurer les capacités de perte, parce que on a beaucoup de difficultés à estimer l'importance de ces séquelles, et il y a vraiment une fluctuation des symptômes. C'est presque personne dépendant, et ça nécessite du sur-mesure. Alors l'étude VICAN 5, si on la détaille un peu plus, elle nous dit que quasiment la moitié des personnes interrogées sont limitées dans leur activité physique. Ça va être aussi dans ce cadre-là qu'on va souvent proposer aux personnes pendant les traitements et après de se maintenir sur le plan physique, de garder de l'activité physique adaptée, et se développe de plus en plus de programmes d'activité physique adaptée pendant les traitements, et même des programmes de réhabilitation de l'après-cancer où les personnes se voient proposer diverses activités physiques et puis une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge globale pour se maintenir sur le plan physique. On le propose aussi, oui, c'est comme la réhabilitation cardiaque, c'est vraiment dans cette veine-là que le cancer est venu se greffer. On l'extrapole donc aux pathologies non cancéreuses. Deuxième essai important, c'est quel retentissement du cancer, c'est la fatigue, où on a quasiment la moitié des personnes qui continuent à être fatiguées de manière cliniquement significative à 5 ans d'échéance du traitement, avec une majorité de femmes qui sont concernées, et puis des publics toujours qui sont socialement plus concernés par ces problématiques. C'est les personnes qui sont en situation de précarité, qui sont confrontées à des difficultés sociales, et des personnes qui sont en emploi précaire. Et donc la fatigue des femmes qui va peut-être aussi pouvoir s'expliquer par le fait que les femmes continuent à avoir un ensemble de fonctions sociales relativement importantes au sein du foyer, au travail et dans l'ensemble de leur sphère de vie. C'est les femmes qui sont aussi souvent les aidantes, qui doivent se déployer au niveau énergétique beaucoup plus que peut-être que les hommes, ce qui fait que les femmes sont peut-être plus concernées. Autre conséquence physique sur la qualité de vie, c'est la problématique des douleurs, donc travaillée par le docteur Perrault, où là on a quasiment 3/4 des personnes qui nous expliquent avoir ressenti tout récemment des douleurs persistantes. Donc dans quasiment un peu plus d'un tiers des cas, c'est des douleurs qui ont un caractère neuropathique, donc qui sont Marilyn, tu vas pouvoir expliquer ce que c'est qu'une douleur neuropathique? Une douleur neuropathique, c'est une douleur qui est difficilement descriptible, qui peut être décrite à titre de décharge électrique, de brûlure, de picotement, de fourmillement sur un territoire neurologique. Et les patients se posent toujours la question de comment cette douleur peut être là. Ça peut aller jusqu'à avoir la sensation d'un toucher douloureux, de ne pas supporter un vêtement, de ne pas supporter d'être touché sur une zone douloureuse. Donc, ce sont des douleurs qui sont très invalidantes et difficiles à traiter également. Et on voit en consultation d'aide à la reprise du travail des personnes qui nous décrivent ces douleurs avec l'incapacité d'ouvrir une bouteille d'eau ou alors le besoin de se toucher en permanence les mains quand les douleurs neuropathiques concernent les mains pour s'assurer que les mains sont bien ressenties, sont bien présentes. Donc les gens s'activent beaucoup. Donc c'est des douleurs qui sont souvent installées durablement et depuis longtemps. Elles perturbent le sommeil, elles altèrent l'ensemble des activités quotidiennes, donc évidemment professionnelles. Elles contribuent à rendre l'insertion professionnelle plus difficile.
Sur le plan de la qualité de vie mentale et de la souffrance psychique provoquée par la maladie, on a aussi un tiers des personnes qui rapportent une dégradation persistante de leur qualité de vie mentale. Donc c'est une prévalence très proche de celle observée à 2 ans du traitement qu'on avait déjà vu dans l'étude Vican 2. Et puis c'est des qualités de vie mentale qui sont peut-être plus ciblées sur certains cancers, comme chez la femme le cancer de l'utérus et les cancers des voies aérodigestives supérieures ou les cancers de la thyroïde. En corrélation de ça, on a quasiment la moitié des personnes interrogées dans l'étude qui nous disent avoir des troubles anxieux séquelaires et des troubles dépressifs dont l'origine alors peut vraiment être multifactorielle. Il y a l'épreuve de la maladie, le suivi du traitement, mais il y a aussi les douleurs qui vont provoquer aussi des troubles dépressifs. Et puis aussi les problématiques sociales, les problématiques socio-économiques qui viennent forcément altérer la souffrance psychique des personnes. Donc si on détaille un peu plus ce qu'il en est des retentissements psychiques de la maladie elle va procurer un travail psychique chez le patient qui vient, par l'effraction de la maladie dans sa vie, faire expérience d'une rupture biographique. Il y a la vie d'avant et la vie d'après. C'est vraiment un thème qui est complètement d'actualité quand on voit les événements en ce moment. Et cette expérience de rupture biographique vient provoquer l'arrivée de nouvelles fragilités consécutives à la maladie pour le patient qui doit aussi devoir y faire face. Donc, à l'annonce de la maladie grave, notamment en cancérologie, il y a forcément cette idée de finitude pour le patient et l'ensemble de ses proches, plus ou moins. L'environnement familial est forcément impacté. Tous les proches aidants vont être impactés par cette idée de finitude sur lesquels ils vont eux-mêmes activer un certain nombre de projections. Et puis, la rupture des rythmes sociaux s'opère relativement brutalement. Et les premiers questionnements des personnes à l'annonce de la maladie, c'est comment est-ce que je vais pouvoir préparer ou pas mon absence au travail. Et je dis le ou pas parce que parfois, il y a un arrêt de travail brutal qui est émis par le médecin qui prescrit un repos et la préparation de l'arrêt de travail ne peut pas avoir lieu, quoi. Donc, à partir de là, le patient qui va rentrer dans des traitements itératifs va faire son entrée dans une espèce de carrière de malade avec une mesure nouvelle de ses capacités physiques et de ses performances que le patient va de manière régulière réévaluer en fonction de chaque examen nouveau qu'il va faire, de chaque avancée, de chaque diagnostic dans son parcours de soins qui est quand même relativement souvent chaotique. Et c'est une suspension temporelle. Il y a d'abord toujours l'état de sidération qui arrive au moment de l'arrivée de la maladie. Et puis, cette suspension temporelle, elle est liée à l'avancée dans la maladie. Et on voit bien comment les patients nous disent à chaque fois que leur reprise de travail, elle va aussi dépendre au prochain scanner, à la prochaine IRM. Et on attend impatiemment ce nouvel examen pour savoir si la maladie est toujours en rémission, si elle progresse, en sachant que les surveillances sont relativement longues à partir de la consultation de rémission. Donc, on voit vraiment une transformation identitaire profonde s'opérer chez les malades. Et puis, voilà, il a cette identité de malade. Il vient à l'hôpital régulièrement, il a son carnet de rendez-vous qui est complètement pris. Ils nous disent se sentir chouchoutés par l'environnement de soins. Et il s'identifie comme ça prioritairement à ce statut de malade, avec une organisation sociale, familiale, personnelle, complètement centrée sur le soin. Toute l'énergie pendant les traitements est dévolue à la survie, notamment en cancérologie. Et puis, à la fin des traitements, il y a une transformation identitaire. On va aussi pouvoir, pour certains, vouloir parler de dire « mais maintenant je suis un soigné ». Le traitement est derrière moi, il y a cette transformation identitaire, on parle de métamorphose identitaire, voilà, en sachant que tout ça passe par d'énormes turbulences émotionnelles pour le patient. C'est vécu intensivement parce que chaque échéance de vie est corrélée aux nouveaux examens. Si on regarde un peu chronologiquement les choses, après tout ça, on appelle le phénomène un paradoxe de réintégration, c'est-à-dire que on a dit au patient qu'il était en rémission, on parle de retour à la normalité en sachant que la vie elle sera plus jamais comme avant.
le sujet est transformé et puis il se sent en décalage avec son environnement parce que les renvois des autres vont être de dire tu reviens, maintenant tu es guéri, tu es comme avant, tu es en rémission, il faut retourner travailler. Pour une femme, il faut qu'elle reprenne un peu le cours de sa vie familiale. C'est une épouse, c'est une femme, c'est une maman qui doit remplir toutes ces fonctions sociales-là et elle se sent en décalage profond entre son moi intérieur et les images qui sont renvoyées par l'environnement. C'est vraiment l'instauration d'une dynamique psychique nouvelle avec une nouvelle allure de vie. Alors, voilà. Les autres retentissements qui vont nous concerner, nous, sur le plan social, c'est évidemment les incidences économiques que va générer l'ensemble de ces maladies invalidantes. Je voulais vous mettre quelques données macroéconomiques pour qu'on ait une idée un peu globale de qu'est-ce que ça recouvre sur le plan financier de manière globale la question des affections de longue durée. Alors, c'est un diapo de la Cour des comptes qui nous dit que donc 16% de la population est titulaire de prise en charge en affection de longue durée. Alors, être pris en charge en affection de longue durée, ça veut dire que les soins sont pris en charge à 100% sur la base de remboursement de la sécurité sociale. Donc, c'est le LPP de la sécurité sociale qui est pris en charge. Donc, exonération du ticket modérateur, qui fait que les personnes ont une prise en charge à 100%. Alors, exonération du ticket modérateur et franchise, il y a une petite erreur, il me semble, sur cette diaporama de la Cour des comptes. Les franchises sont bien à la charge des patients. Les franchises et puis les participations forfaitaires ne sont pas prises en charge dans 100%. Donc, le budget de la sécurité sociale sur la branche maladie, c'est 200 milliards d'euros. Dont 160 milliards consacrés aux soins, et donc on a 61% de ces dépenses de santé qui sont affectées aux personnes qui sont atteintes d'une affection de longue durée. Et on voit que, alors malgré la sortie de certaines pathologies des prises en charge en ALD, on voit comme une augmentation, on passe de 4 à 13 milliards d'euros dans la progression des coûts des dispositifs d'ALD. Sur le plan individuel, les incidences socio-économiques sont souvent abordées par les patients en consultation sociale. L'étude de l'INCA nous rapporte la baisse de revenus, donc les personnes interrogées, pour un quart d'entre elles, nous disaient avoir vu leurs revenus, leurs ressources baisser. Et c'est toujours le même public qui est concerné, c'est les personnes qui ont perdu leur emploi, donc l'indemnisation du pôle emploi génère une baisse de revenus, bien évidemment. Et puis, les professions avec les CSP, on va dire, classe inférieure, avec les personnes qui ont des métiers d'exécution, et les travailleurs indépendants qui peuvent forcément ne plus avoir d'activité professionnelle aussi importante qu'avant. Les personnes qui ont aussi des séquelles importantes, donc qui vont avoir plus de difficultés à se réinsérer professionnellement, et évoquent aussi leur baisse de revenus. Et puis pour nous, au niveau des travailleurs sociaux, on va devoir, dès l'annonce de la maladie, aider les personnes dans les démarches administratives. Et là, c'est la Ligue qui, tous les 2 ans, édite des rapports sur l'Observatoire sociétal des cancers, qui met en avant les difficultés très concrètes vécues par les malades. Et là, sur les démarches administratives, c'est une grosse difficulté qui est rencontrée par les personnes. Les démarches pour faire valoir les droits sont souvent longues, sont souvent complexes, elles sont épuisantes. Il y a un certain nombre d'obstacles auxquels les personnes doivent faire face pour accéder à leurs droits. Et puis, elles vivent ça comme un sentiment d'injustice et un vécu de parcours du combattant auquel il faut une deuxième fois faire face. Il faut se battre contre la maladie, mais il faut aussi se battre pour obtenir des revenus, des droits et faire activer un certain nombre de dossiers. Et donc, on a 15% des personnes qui avaient été interrogées dans le dernier rapport de la Ligue qui nous dit avoir abandonné leur démarche. Or, on sait que le fait de ne pas renoncer à ses droits à cause d'obstacles administratifs, c'est associé à un meilleur vécu du parcours de soins. Quand c'est fluide sur le plan social et sur le plan administratif, la personne va avoir plus de disponibilité psychique pour se soigner. Alors, pour les problématiques des fonctionnaires, les personnes qui sont fonctionnaires, qui ont notamment un cancer, peuvent faire leur demande de congé de longue maladie. Il faut faire établir des certificats médicaux simples, il faut établir des rapports médicaux détaillés, il faut transmettre tout ça au comité médical. La connaissance de la procédure, les personnes ne l'ont
pas toujours, voire très rarement. Et là, les services sociaux, notamment dans les hôpitaux, ont vraiment un rôle important à jouer pour informer les personnes des démarches à faire pour ne pas rester en CMO au-delà des 3 mois et avoir une perte de revenus, notamment pour les personnes qui n'ont pas de prévoyance, ce qui est de plus en plus le cas. On voit moins de fonctionnaires maintenant qui ont des prévoyances qui les couvrent au-delà de 3 mois d'arrêt de travail quand elles sont en CMO. Dernière incidence professionnelle, donc sur le plan individuel, c'est la problématique de perte d'emploi, et là qui vous concerne vous en plus haut lieu. C'est on a 20% des personnes de 18 à 54 ans qui sont en emploi au moment du diagnostic et qui nous disent ne plus travailler 5 ans après. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Donc, la perte de l'emploi occupé au diagnostic concerne davantage les personnes qui sont réputées les plus vulnérables sur le marché du travail, les moins de 40 ans et les personnes les plus âgées, les plus de 50 ans, et les personnes les moins diplômées, celles qui n'ont pas d'expérience préalable, et les personnes qui ont un contrat de travail précaire. Et on rapporte que les salariés sont plus touchés que les indépendants. Alors sachant que dans le domaine de la cancérologie, on diagnostique de plus en plus précocement les maladies et qu'on voit de plus en plus de publics très jeunes sur certaines pathologies auxquelles on ne s'attendait pas, peut-être comme des cancers pulmonaires, des cancers bronchiques chez des patients très très jeunes qui ont 30 ans. Et donc, parmi les personnes qui sont en emploi au diagnostic, on a à 5 ans la moitié qui ont gardé le même emploi, 17% qui ont changé d'emploi, 6% qui sont au chômage, 7% qui sont en invalidité et 13% qui sont à la retraite. Voilà. Et cette perte d'emploi va générer un risque de dévalorisation sociale, bien évidemment, et puis l'intégration pour la personne d'une situation infériorisée. C'est vraiment ce qu'on appelle la relégation et puis les problématiques de désinsertion sociale et professionnelle qu'on peut connaître. Et puis pour terminer sur la question des incidences professionnelles provoquées par la maladie, chez le malade, cette mise à l'arrêt du travail, ce travail empêché, ça va générer donc une rupture dans le parcours professionnel et que les gens rapportent énormément, c'est cette rupture du lien, la perte de relation avec le milieu de travail. On voit des personnes qui n'ont aucun contact pendant l'arrêt de travail avec les collègues ou l'employeur ou leur encadrement. Le seul lien qu'ils ont avec eux, c'est d'envoyer par la poste l'arrêt de travail. Donc il y a vraiment un risque de rupture important, et on sait que plus il y a rupture, plus il y a risque de désinsertion professionnelle derrière, avec un sentiment de solitude, d'isolement, de repli, de sentiment d'incompréhension, un ensemble d'émotions négatives vécues par les personnes qu'il faut essayer quand même d'enrayer pour retourner vers la réinsertion. On sait qu'il y a une corrélation entre la durée de l'arrêt de travail et la perte d'employabilité, et puis une corrélation entre la catégorie socio-professionnelle et puis la durée d'arrêt de travail. Chez des personnes qu'on a en CSP+, on aura plus de facilité de maintenir en emploi pendant les traitements ce public-là, plutôt que quelqu'un qui a des tâches d'exécution qui nécessitent des ports de charges lourdes, une présence physique permanente. Et puis, à l'issue de l'arrêt de travail, la situation la plus défavorable pour la personne, c'est quand même la mise en invalidité. Alors certes, une mise en invalidité, ça génère des revenus, c'est une pension, c'est une allocation, c'est des prestations financières pour la personne qui sécurise sur le plan économique, mais l'intégration pour la personne du statut d'invalide est extrêmement difficile, et les gens nous disent très bien, on peut corréler ça aussi avec la question de la RQTH. Moi, je suis malade, je suis pas un handicapé, je suis pas un invalide, quoi. Donc ça, c'est vraiment le discours saillant des personnes, quoi. Et ce changement de statut administratif, maintenant je suis une personne invalide, j'ai déjà un cancer, j'ai déjà une maladie grave, c'est un peu la double peine, quoi. Il faut pouvoir le supporter, quoi. Et puis la mise en invalidité, quand même globalement, ça génère une baisse du niveau des revenus, notamment pour les personnes qui sont dans la fonction publique, quoi. Donc derrière ça, le risque d'exclusion professionnelle et sociale sur lequel on doit vraiment intervenir. Céline, je vous rends la parole. Merci à tous les participants aussi qui chattent actuellement entre eux, qui se donnent des réponses. Effectivement, beaucoup réagissent sur le fait qu'il peut y avoir un lien effectivement avec les services de médecine préventive
notamment avec l'obligation de visite de reprise lorsqu'il y a des arrêts de plus de 30 jours, quel que soit le versant de la fonction publique. Mais ça n'empêche pas effectivement le lien de certains services RH qui vont continuer à communiquer avec les agents pendant leur période d'arrêt, parce que quand elles sont longues, effectivement, il y a des démarches administratives, donc il y a de l'information qui est nécessaire auprès des agents par rapport au dossier notamment qui devra être transmis au comité médical pour assurer, on va dire, un traitement lors de la période d'arrêt, mais pas uniquement. Il peut y avoir des liens effectivement qui doivent être peut-être aussi sur comment la personne se sent par rapport à cet arrêt. Donc il y a une communication entre l'employeur qui est un enjeu, on va dire, important, il semblerait, pour l'ensemble des internautes, et vous l'avez souligné également. Donc, pour continuer sur les 2 prochains temps d'intervention, on voit qu'il y a des répercussions de la maladie, effectivement, sur la condition physique, sur le psychologique, sur l'aspect financier. Donc, c'est pas négligeable, et on voit l'importance aussi de garder la possibilité d'être maintenu en emploi. Donc, le docteur Perrault va venir témoigner du vécu des patients, ainsi que des répercussions et des préconisations médicales qui peuvent être mis en avant pendant le parcours de soins. Et ensuite, on verra comment le parcours de soins peut se rapprocher effectivement du milieu professionnel pour favoriser les activités de la personne et le retour en emploi. Alors oui, je vais vous faire le retour de ce que nous disent les patients en consultation. D'abord plus particulièrement sur le cadre de la pathologie cancéreuse, et puis avec un petit focus sur la douleur chronique qui me tient à cœur. Ça peut totalement être transposable pour d'autres pathologies invalidantes et chroniques. Voilà, mis à part les temps du cancer, le reste est vraiment transposable à la maladie chronique non cancéreuse. Donc, le cancer a quand même des particularités par rapport à d'autres maladies chroniques. C'est que quand on parle de cancer, on rentre dans la maladie chronique actuellement avec les différentes séquences thérapeutiques, mais il y a toujours le risque de létalité et de décès qui accompagne ce diagnostic. Ça reste aussi quelque chose qui est possiblement une représentation négative dans le milieu de travail, parce qu'on sait très bien actuellement que les différents temps du cancer sont difficiles à gérer pour les employeurs, que les phases de rémission ne veulent pas dire guérison. Même quand on s'éloigne, même quand on a une rémission à 5 ans, à 10 ans pour certains cancers, il peut y avoir une récidive. Donc les patients ont toujours cette sensation d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais les employeurs aussi finalement ont cette sensation aussi de ne pas savoir s'ils peuvent bien compter au final sur leurs salariés. C'est quelque chose qui est très bien dit par les patients en consultation et qui les inquiète pour eux leur retour au travail. Donc, je vais vous parler des temps du cancer parce que c'est une notion qui pour nous est importante à transmettre. C'est quelque chose qui a été théorisé par Marie Ménoré en 99, mais qui est toujours d'actualité. Dans l'annonce d'une pathologie cancéreuse, il y a plusieurs trajectoires entre le diagnostic, le traitement, l'éventuelle guérison, la rémission et la récidive. Donc, il y a la trajectoire la plus simple, qui est le modèle idéal, qu'on voit quand même beaucoup dans le cancer du sein ou dans d'autres cancers comme le cancer colorectal. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic qui est souvent actuellement très précoce, des traitements qui sont plus ou moins invalidants, avec un arrêt de travail ou pas d'arrêt de travail. On a des patients qui continuent de travailler pendant leur traitement, et puis une guérison sans stigmate. Ça, c'est le modèle idéal, c'est ce qu'on aimerait tous savoir. Ça s'apparente presque à une maladie aiguë qui est un petit peu traînée, quoi. C'est pas la majeure partie de ce qu'on voit, en tout cas en hospitalisation, c'est pas la majeure partie de ce qu'on voit. On a plutôt toutes les autres trajectoires. Donc il y a déjà la trajectoire invalidante. Le
travail thérapeutique dans la pathologie cancéreuse, elle a pour but d'éradiquer cette pathologie. J'ai tendance à dire, quitte à ce qu'il y ait des stigmates définitifs, des problématiques définitives. Et la majeure problématique, c'est de maîtriser dans la durée le handicap qui est lié au cancer. Pour nos patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein, il y en a une proportion qui est dans la trajectoire simple, il y en a une grande proportion qui est dans la trajectoire invalidante du fait de la neuropathie des mains et des pieds liée à certaines chimiothérapies. C'est quelque chose qui est extrêmement invalidant. Ces patientes ont des douleurs neuropathiques du bout des doigts. Elles ne peuvent pas, par exemple, ouvrir une bouteille, tenir leur stylo correctement, mettre un bouton, s'habiller correctement. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc, vous voyez bien que dans le milieu professionnel, taper toute la journée sur un ordinateur, pour ces femmes, c'est pas possible. Donc, on a quand même aussi beaucoup de trajectoires invalidantes. Et je vous parle du cancer du sein parce que il y a quand même une grande prévalence de cette pathologie dans la population générale. Donc, on n'a pas toujours à l'esprit, quand on voit son salarié, quand on voit la personne, qu'il peut y avoir ce type de stigmate invalidant. Parce que ça ne se voit pas. Elles n'ont pas les doigts rouges, elles n'ont pas les doigts abîmés. C'est vraiment de la douleur et de la neuropathie avec un handicap fonctionnel très important. On peut avoir une trajectoire simple et puis qui est suivie d'une trajectoire décroissante. Et quand la maladie a pu être considérée comme guérie, alors nous, guérie, on ne dit pas souvent, après un traitement, mais qui au bout d'un temps plus ou moins long se déclare à nouveau, et c'est ce qu'on appelle la récidive. Nous, en cancérologie, guérison, on dit très 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 rarement, on parle de rémission, et je vous ai dit dans la première slide que rémission c'était vraiment différent de rémission parce qu'il y a toujours ce risque de récidive. Pendant la première période de rémission, le malade il s'est retrouvé à un état quasiment semblable à celui qu'il avait avant de tomber malade. Donc c'est vraiment comme une parenthèse là pour le coup, et le patient s'est dit bon, je reprends ma vie comme avant. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça pour nous, parce que nous, on sait très bien que ça peut arriver à n'importe quel moment, même sur des pathologies à très très bon pronostic, on n'est jamais sûr en cancérologie. Donc ça peut laisser penser que le malade a totalement guéri, que tous ses symptômes ont disparu, il a quitté l'institution médicale, il n'a plus son carnet de rendez-vous, il est vu tous les 6 mois et puis ensuite tous les ans. Il a pu retrouver ses activités professionnelles, sociales comme avant. Et puis lors de la rechute, eh bien, de nouveau, il faut retrouver ce statut de malade, il faut réapprendre à vivre avec sa maladie, avec des termes là, avec le fait que le patient sait très bien qu'il ne contrôle plus rien. Et là, c'est très difficile psychiquement pour ces patients, parce qu'ils sont dans une incertitude dans toutes les sphères de leur vie. Et là, sur le milieu professionnel, ça devient très très compliqué pour eux. Les épisodes de rémission sont des états récurrents, fluctuants, avec une perte de plus en plus importante de l'autonomie et de la santé, et des répits ponctuels. Et on sait très bien que tout ça va finir inexorablement au décès du patient. Donc les patients, quand ils sont dans ces phases avec une décroissance et des épisodes de rechute successives, ils sont vraiment... leur principal objectif, c'est le prochain scanner d'évaluation, c'est la prochaine évaluation clinique, radiologique ou biologique. Et c'est très difficile pour eux, pour le milieu professionnel, même si ça les aide dans leur combat contre la maladie, c'est très difficile pour eux d'avoir une projection longue, à long terme. Les 2 dernières trajectoires sont encore plus dramatiques pour nos patients et on a des cas dans certaines pathologies cancéreuses, notamment les tumeurs cérébrales, notamment les cancers du pancréas, notamment certains sarcomes agressifs. Pas tous, parce que quand il y a une fonction chirurgicale pour certains sarcomes, ils peuvent être dans des trajectoires simples.
il y a deux trajectoires qui sont dramatiques. C'est des trajectoires d'emblée décroissantes, c'est-à-dire qu'il n'a jamais de retour à l'état antérieur en bonne santé. Il y a des étapes de stabilisation, des états de précarité médicale et de santé, mais ce sont toujours des phases d'aggravation en aggravation qui conduisent au décès du patient. C'est difficile pour les patients dans ces phases-là de se maintenir dans l'emploi parce que les étapes thérapeutiques engendrent des nouveaux traitements. Ces nouveaux traitements entraînent des séquelles. Ces séquelles se surajoutent aux séquelles antérieures. Il y a beaucoup d'appréhension et d'incertitude. Et là, le patient a vraiment des difficultés déjà dans sa vie familiale et sociale à se maintenir dans quelque chose qui est pour lui acceptable. Souvent, il est coupé de sa vie sociale. Donc, dans le milieu du travail, ça devient vraiment très, très compliqué. Là, quand il y a on pourrait appeler une rémission, ça s'apparente pas du tout à une disparition du symptôme, mais une accalmie ou une stabilité d'un symptôme. Donc le patient sera toujours essoufflé, sera toujours fatigué, aura toujours des troubles digestifs. Donc pour une reprise même partielle d'une activité professionnelle, ça semble très très compliqué, comme vous pouvez vous l'imaginer. La trajectoire la plus éprouvante, c'est la trajectoire sans réponse, c'est-à-dire qu'on a des pathologies cancéreuses où il n'y a aucun traitement efficace, c'est-à-dire qu'on a quelques lignes de traitement, mais elles ne fonctionnent jamais malgré les innovations thérapeutiques actuelles. Il y a une absence de rémission et c'est le cas de la pathologie cancéreuse extrêmement agressive. Donc les traitements sont eux-mêmes agressifs, donc fortement iatrogènes, et entraîne de fait une diminution de l'intégrité physique très rapide, sans qu'on sache si c'est la maladie, l'agressivité de la maladie, l'agressivité des traitements ou les deux. On pense quand même que c'est vraiment les deux, mais les patients ne savent plus faire le distinguo entre dire est-ce qu'il faut que j'arrête les traitements ou est-ce qu'il faut que je continue les traitements. Ce sont les trajectoires les plus éprouvantes pour les patients qui sont là totalement en dehors du champ du milieu professionnel, clairement. Mais nous, on peut pas le dire aux patients parce que à chaque fois qu'on engage une ligne thérapeutique nouvelle, on l'engage pas en pensant que ça ne va pas marcher. On l'engage en pensant que il peut y avoir un bénéfice attendu pour le patient. Donc c'est très très compliqué à vivre pour les patients qui ont une incertitude majeure parce que quand on n'a plus de ligne de traitement à proposer ou quand le bénéfice attendu par rapport aux toxicités est trop faible, dans ce cas-là on ne la propose pas cette ligne de traitement et on passe sur une prise en charge palliative. Mais tant qu'on propose une ligne de traitement, c'est qu'on pense qu'il peut y avoir un bénéfice. Donc les patients sont toujours dans un entre-deux avec une intégrité physique très dégradée, donc c'est très compliqué, cette phase de trajectoire sans réponse est très très compliquée pour eux. Et puis pour finir dans le cancer, les temps du cancer sur une note un peu plus positive, on a des trajectoires, comme je vous le dis, à réponse différée, c'est-à-dire qu'on part sur une trajectoire sans réponse, et puis suite aux innovations thérapeutiques actuelles dans le cancer ou suite à une proposition d'essai thérapeutique, on a un succès après un changement de thérapie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette trajectoire, à la réponse différée, on peut commencer par une trajectoire sans réponse et puis finalement avoir une rémission. Dans ce cas-là, les patients soufflent vraiment, ont une grande satisfaction après avoir été dans une grande incertitude avec beaucoup d'appréhension. On a déjà des patients qui ont déjà fait tous leurs papiers comme s'ils allaient mourir. Hein. Donc c'est quand même quelque chose où ils ont l'impression de revenir à la vie carrément. Hein. Donc la rémission, elle peut même s'apparenter à des trajectoires ascendantes. C'est-à-dire qu'on peut même s'apparenter à avoir une trajectoire avec des séquelles plus ou moins importantes du traitement précédent ou des traitements précédents, mais à retrouver une intégrité physique et une possibilité de remise
dans la vie sociale et une reprise de l'emploi possible. Donc, par rapport à ces trajectoires du cancer, vous voyez bien qu'on est vraiment, nous, du côté médical, dans une incertitude à pouvoir dire des choses claires aux patients. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Même si on a quand même des grandes lignes pronostiques. Mais là, actuellement, avec l'immunothérapie, avec les thérapies ciblées, avec les essais thérapeutiques, la cancérologie est dans une phase vraiment de mutation thérapeutique qui laisse à penser aussi qu'il peut y avoir de l'espoir dans le traitement des cancers. Sur un focus vraiment cancer et activité professionnelle. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Evelyne Billot, le cancer, l'annonce de la maladie grave, chronique, qu'elle soit cancéreuse ou non, entraîne une rupture identitaire et une malformation pour le cancer durable devant l'incertitude de guérison. J'irai même plus loin pour le cancer, devant la probabilité de décès et de finitude. La maladie chronique et le cancer, elle pousse néanmoins la personne à développer des compétences nouvelles qui seraient très intéressantes dans le milieu du travail, mais qui sont rarement mises à profit dans le milieu du travail parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on est malade et on est en arrêt, soit on n'est pas malade, et dans ce cas-là, on travaille, mais on a pu apprendre de ce statut de malade, de cette carrière de malade, comme l'a dit Evelyne Billot, on s'en sert pas. Et c'est assez dommageable parce que ce sont des patients qui ont vraiment vécu le parcours du combattant dans leur prise de rendez-vous, dans leur gestion de leur rendez-vous, dans toutes les formalités qu'ils doivent accomplir. On a eu dernièrement ça de présenter à la journée du Centre national ressources douleurs par un professionnel d'air liquide, un professionnel d'air liquide qui a eu une pathologie ORL. Donc, quand on a une pathologie ORL, souvent on ne peut plus parler, on ne peut plus manger. Et il fallait qu'il prenne ses rendez-vous par téléphone. Donc, ce sont des patients qui vraiment acquièrent des capacités organisationnelles et des capacités de débrouillardise, j'ai tendance à dire, d'adaptabilité qui sont très importantes et ce sont des choses qui ne sont pas du tout valorisées quand ils reprennent leur travail. Parce qu'on reste sur leur statut de malade, guéri ou en rémission, et pas du tout sur le fait qu'ils aient pu acquérir des compétences nouvelles. C'est ce qu'on appelle le travail de santé. Donc, il y a les capacités organisationnelles et d'adaptabilité. Il y a une meilleure prise en compte de soi, mais également des autres dans la relation. Ce sont des échanges où il y a une plus grande maturité, avec beaucoup moins de non-dits, des choses qui sont beaucoup plus claires et avec des risques d'épuisement psychique moindres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu et pas du tout reconnu quand on est malade chronique ou porteur d'un trouble de santé invalidant. La maladie chronique et le cancer peut entraîner une épreuve de la différence aux autres lors de la reprise au travail. Parce qu'on peut, malgré cette acquisition de nouvelles compétences, se sentir vulnérable lors de la reprise du travail, parce que effectivement tout n'est pas rose. Ok, il y a des nouvelles compétences, mais il y a aussi de la fatigabilité, il y a aussi des douleurs comme a pu le décrire Evelyne Billot. Et les patients ont peur de ne plus être au même rythme qu'avant, de ne plus suivre s'il y a eu des changements dans l'institution ou sur le milieu professionnel. Et ils ont aussi peur de ne plus adhérer aux mêmes objectifs qu'avant, notamment à certains objectifs de performance. Donc ça doit être quelque chose qui doit être travaillé en amont, je pense, sur le milieu professionnel, pour voir un petit peu ce qu'il en est.
Et cette épreuve, la différence, elle est compliquée par le déni que nous-mêmes on a d'un retour à l'état comme avant. Ben non, il n'y a pas de retour, il n'y a jamais de retour à l'état comme avant quand on a une maladie chronique ou un trouble de santé invalidant, surtout quand les séquelles elles sont invisibles, comme les douleurs, comme le handicap fonctionnel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle la double face au travail. C'est pour les patients un instrument de lutte contre la maladie, pour se décloisonner de ce statut de malade, mais il peut aussi, les patients peuvent aussi se sentir menacés alors que leur santé est déjà fragilisée et pas forcément consolidée dans quelque chose de durable. Je vous fais un petit focus pour la douleur chronique qui est ma principale activité actuellement après avoir travaillé beaucoup dans le champ de la pathologie oncologique. Les patients douloureux chroniques, comme d'autres patientes, je pense, qui ont une maladie chronique, type diabète ou autre, sont très gênés dans le milieu professionnel parce qu'il y a une invisibilité de leur pathologie et donc une invisibilité du handicap et des difficultés qui peuvent résulter. C'est très problématique parce que le corps médical connaît très peu la douleur chronique. Des centres d'évaluation et de traitement de la douleur, il y en a peu en France par rapport à la prévalence de la douleur chronique. Le corps médical a tendance à sous-estimer cette problématique parce que c'est toujours compliqué de ne pas pouvoir soulager une douleur pour un médecin, de ne pas pouvoir arriver à améliorer son patient. Donc, plutôt que d'essayer de prendre en charge cette douleur, on dit qu'il n'y a rien à faire. Je le sais, j'étais médecin généraliste en libéral, c'est très compliqué de voir une personne tous les 15 jours, tous les mois, avec la même plainte pour laquelle on ne sait pas quoi faire. Le patient a un sentiment d'abandon du corps médical, un sentiment de culpabilité, dévalorisation de ne pas pouvoir assumer son activité professionnelle. Et là aussi un sentiment d'incompréhension parce que les patients ont souvent l'impression, et c'est leur mot, que leur milieu professionnel ne reconnaît pas les efforts prodigués par la personne douloureuse pour s'adapter à son cadre de travail. C'est une pathologie qui reste très problématique. Le délai, juste une idée comme ça, du délai d'adressage d'un douloureux chronique dans un centre d'évaluation de traitement de la douleur, c'est facilement 5 ans. 5 ans avant le début de la première plainte douloureuse. Donc, cette plainte douloureuse et ces douleurs ont eu le temps d'envahir tout le champ de la vie du patient. C'est vraiment une prise en charge qu'on appelle biomédico-sociale et professionnelle. Ça a eu le temps d'entraîner des troubles psychiques importants et ça a eu le temps aussi d'impacter fortement le milieu de travail. Souvent, on voit arriver des patients qui n'y croient plus, qui sont complètement démoralisés sur le plan de leur activité professionnelle. Et il faut savoir que dans un centre de traitement et d'évaluation de la douleur, on n'a pas forcément un relais ou une consultation, ou une vacation ou une aide d'une assistante sociale, d'un travailleur social. Nous, notre centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique non cancéreuse est hébergé au centre Leclerc. On n'a pas de temps de service social à notre disposition. Donc, le département, le service social, quand on est vraiment en difficulté, nous aide. Mais c'est très compliqué pour nous. Moi, j'ai pas de formation sociale, à part la formation que Mme Billot nous transmet. Mais pour nous, c'est difficile en tant que médecin aussi de savoir comment adresser les patients, où les adresser, vers qui, comment. Moi, je connais un petit peu plus le secteur privé, donc on connaît un petit peu plus les rouages. Mais si le service social du centre Leclerc ne nous avait pas appris un petit peu les rouages à nous médecins, de la complexité du parcours patient
auprès du milieu professionnel dans le secteur public, on serait très embêté. Moi, dans ma formation de prise en charge de la douleur chronique, on a 1 heure en tout et pour tout sur 2 ans de formation et de stage pour ça. Et sur nos milieux de stage, on a très très peu de centres d'évaluation de traitement de la douleur qui ont un relais social. Donc nous aussi, d'un point de vue médical, on est en difficulté pour orienter ces patients. Mais on fait ce qu'on peut, j'ai tendance à dire, et on s'appuie beaucoup sur les médecins de prévention et les médecins du travail. Je voulais maintenant vous parler de la place que retrouve le patient quand il retourne au travail. C'est toujours un important questionnement qui nous prend beaucoup de temps, mais qu'on prend, c'est très important, qui nous prend beaucoup de temps en consultation médicale. C'est un questionnement que les patients ont parce que ils ont l'impression que leur place est perdue, leur place est à reconquérir, voire à reconstruire, ou qu'il va falloir aller dans une autre place avec une adaptation et à fournir et un effort de plus à fournir. Il faut savoir que pour quelqu'un dans un malade, d'autant plus un malade chronique, avoir une place, c'est être quelqu'un au sein de l'entreprise. On a déjà vu que le temps de la maladie, du diagnostic, des traitements, avant une stabilité, ça faisait effraction, qu'ils avaient l'impression d'être dans un statut de malade, qu'ils avaient peu de contact avec leur entreprise, leur institution. Donc quand le retour se passe mal, c'est très très douloureux pour les patients. Ils ont l'impression de n'être plus personne, alors qu'ils ont fait beaucoup d'efforts justement pour prendre sur eux, pour lutter contre leurs séquelles. Chez eux, retrouver la place, ça répond à 3 exigences. Une exigence de sens du travail dans l'entreprise, une exigence de reconnaissance et une exigence de préservation de l'équilibre dans leurs différentes sphères de la vie pour retrouver presque comme avant, qui ne sera jamais un comme avant, mais retrouver un équilibre pour eux. C'est très très important. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment travaillé par les médecins de prévention et par tous les acteurs de la reprise du travail. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui est beaucoup exprimé, beaucoup discuté en consultation médicale, bizarrement. Enfin, bizarrement et pas vraiment bizarrement, parce qu'on prend notre patient dans sa globalité, dans la maladie chronique ou dans le trouble de santé invalidant. Donc, on touche le champ social et le champ professionnel. On voit bien qu'il y a de fait une nécessité d'anticiper le retour au travail, d'autant plus si le poste s'il y a eu des réorganisations dans le champ professionnel, ce qui arrive tout le temps, hein, la vie de l'entreprise ou de l'institution ne s'arrête pas parce que la personne a été diagnostiquée, ou si la personne a été remplacée et que ses missions ont pu être également transmises à plusieurs intervenants. Cette perte de la place et cette absence d'anticipation du retour au travail peut réactiver le sentiment de mort dans la pathologie cancéreuse. C'est vraiment quelque chose qui est très très douloureux, qui met les patients vraiment à terre, ou le sentiment d'inutilité dans la maladie chronique, et notamment chez les patients douloureux chroniques qui ont l'impression qu'ils sont plus bons à rien. Cette sensation de mort qu'on peut appeler une mort sociale réalise l'effacement du patient qui est malade et qui restera toujours malade, et la présence d'un remplacement qui reste à sa place, à la place qui était détenue entre guillemets par notre patient, complique cette reconstruction. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Les patients ne veulent en aucun cas avoir l'impression, lors du retour au travail, quand on les considère encore dans un statut de malade,
qu'on leur donne un poste par pitié, qu'on leur crée un poste sur mesure, ou qu'il existe une consigne non formalisée, qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'on ne peut pas leur redonner des responsabilités du fait de la maladie. Là, c'est des choses où les patients nous disent c'est horrible, j'ai fait beaucoup d'efforts pour stabiliser les choses, ma maladie est stabilisée en rémission, ou j'ai retrouvé un état physique et psychologique pour lequel je suis apte à retourner au travail. Le médecin spécialiste l'a dit, le médecin traitant l'a dit, le médecin de prévention l'a dit, le médecin du travail, si c'est dans le secteur privé, l'a dit. Et de fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on voit bien que dans le statut de malade et la place du patient, on a une mise en concurrence entre le souci de soi et le souci du travail bien fait. C'est particulièrement délétère pour ceux qui ont à vivre une maladie chronique. Et beaucoup de patients nous disent qu'ils ne savent pas s'ils vont divulguer ou non leur statut de malade au sein de l'institution, au sein de l'entreprise. On observe quelquefois des stratégies d'évitement cognitif. On dit rien, donc de fait, il n'y a pas de problème. La maladie est totalement mise à l'écart. D'autres vont diffuser partiellement l'information à des tiers dans le but de sauvegarder leur cadre de travail habituel. Et cette discrétion les aide à se maintenir dans leur activité. Et d'autres font le choix d'annoncer à tous sans distinction d'interlocuteurs, limite par un mail à tout le monde, leur maladie et leur vécu, parce qu'elles sont persuadées que elles peuvent apporter de nouvelles compétences et que pour elles, c'est vécu comme un signe de confiance. Voilà, c'est ce que je redéveloppe un petit peu là, mais on est un petit peu en retard, donc je vais faire court. Juste, voilà, les patients sont très sensibles au regard de leur institution sur leur maladie et sont toujours dans l'idée qu'ils peuvent être suspects de faire usage de leur maladie pour se soustraire à des contraintes dans le milieu du travail et qu'ils peuvent ne plus être fiables dans le milieu du travail. Voilà. Je vous laisserai lire un petit peu plus spécifiquement la suite, mais le malade introduit une sorte de désordre dans le cadre professionnel. En fait, c'est ce qu'ils ont l'impression. Ils ont l'impression de ne plus être forcément à leur place. Donc voilà, on a une grande culpabilité, un grand désarroi des patients qui ont aussi peur de faire porter à leurs collègues une charge de travail supplémentaire. La fatigabilité et l'absence d'amélioration des conditions de travail à la reprise du travail et l'absence d'anticipation est source d'une culpabilité, d'une mésestime de soi, tout comme les périodes d'indisponibilité liées aux recrudescences des symptômes ou au traitement. Voilà. Désolée, j'étais un petit peu longue. Donc, Madame Billot, je vous laisse poursuivre. Enchaîner. Effectivement, on est très court et on a beaucoup d'échanges, donc j'aurais bien aimé faire un petit point enfin. Allez-y. Bon. On termine avec un dernier point, plus pratico-pratique sur la nécessaire anticipation. Juste en préambule, je voudrais vous dire que le schéma que vous a présenté sur les trajectoires médicales Marilyn et le schéma des trajectoires professionnelles, ils sont pas toujours corrélés, ils sont pas toujours en lien. On voit parfois des situations de patients, alors bon nombre de patients continuent à travailler pendant les traitements, dès l'annonce, parce que avec le raccourcissement des durées d'hospitalisation pour une chirurgie du sein par exemple, et puis des hospitalisations de jour pour l'administration des traitements, voire toutes les thérapies orales que les personnes s'administrent à domicile, font que les gens vont de moins en moins à l'hôpital. Ils viennent de suivi en suivi, de consultation externe en hôpitaux de jour, mais ils ne restent pas hospitalisés longtemps. Donc on a des patients qui continuent à travailler et on a des patients qui continuent à travailler dans des trajectoires descendantes jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. On voit des situations de patients qui sont déclarés en soins palliatifs et qui, à la fin des traitements lourds, se sentent beaucoup mieux. Et on a déjà vu des patients pouvoir aller dire au revoir
en reprenant le travail à temps partiel thérapeutique alors qu'ils étaient déclarés en soins palliatifs. Mais c'est des choses qui évidemment se préparent parce que c'est quand même relativement abrupt. Autant l'annonce de la maladie au collectif de travail peut être terriblement mal vécue par le collectif de travail, autant l'organisation d'un retour au travail rempli d'espoir pour le malade et puis pour les tiers est difficile quand il est déclaré en soins palliatifs et qu'il va rester quelques jours au travail avant d'être de nouveau en arrêt pour décéder. Mais voilà, il y a une grande variété des trajectoires. Rien n'est linéaire et la chronicisation des maladies avec l'augmentation des dépistages précoces fait que on a des patients qui sont traités pendant 10 ou 15 ans et qui continuent de travailler. Alors pour un fonctionnaire avec un parcours classique d'arrêt de travail, de CLM, de CLD, il faut qu'on puisse trouver des solutions alternatives pour pouvoir maintenir les personnes en emploi adapté avec une rétribution financière et puis un aménagement du poste. Donc voilà, après quelques éléments, le corps médical, donc la position hospitalière, c'est quand même de plus en plus de prendre en compte la vie hors des soins et puis d'essayer d'adapter les soins en fonction de l'activité professionnelle. On le voit très bien pour des patients qui viennent en traitement de radiothérapie, ils font leur rayon tôt le matin, tard le soir et on peut concilier la poursuite de ces traitements-là avec le travail. Et puis après, les trajectoires professionnelles, elles vont vraiment dépendre du rapport que la personne elle entretient avec le travail. Comme agent de socialisation, comme facteur d'intégration, comme centralité du travail dans la construction identitaire, et puis le travail comme producteur de reconnaissance, mais ça c'est des concepts que vous connaissez tous déjà très bien. Le travail il structure, la personne pendant les traitements elle a été structurée avec des repères temporels à l'hôpital, des repères spatiaux hospitaliers également, et puis retourner au travail, c'est aussi réintégrer des nouveaux repères. Et puis un point quand même important que je voulais dont je voulais vous faire part, c'est comment on attribue la maladie, de manière fantasmée ou réelle. Comment la personne s'explique l'origine de sa maladie. Et quand les personnes nous disent j'ai un cancer parce que ça n'allait plus au travail, le climat était tel qu'il y avait de la souffrance pour moi, je me suis fait un cancer parce que j'ai été victime de harcèlement, j'étais mal au travail, c'est aussi un facteur dont il faudra vraiment prendre en compte si reprise de travail il y a. À titre d'exemple, je voudrais vous parler de la consultation d'aide à la reprise du travail qu'on a mis en place au centre depuis 2016. Céline, vous disiez qu'on était totalement innovant, mais elle existe quand même dans d'autres établissements hospitaliers. On propose une consultation à tout moment pour le patient et une consultation d'1 heure qui est pluridisciplinaire et qui est animée par un médecin de santé au travail, qui n'est pas le médecin du travail du malade, mais c'est un médecin qui représente la fonction de santé au travail, une psychologue clinicienne de notre unité de psycho-oncologie et une assistante sociale de l'établissement. Et pendant ce temps, on va proposer à la personne un temps d'élaboration de son projet de reprise de travail. Alors, le plus souvent, on voit des patients qui sont en fin de traitement, qui ont terminé la chimio, les rayons, qui peuvent être en traitement en thérapie orale ou en hormonothérapie. Donc, ils sont plus dans la phase très active des soins et qui, à ce moment-là, ont besoin d'un temps pour acter un peu la rémission. Donc, cette consultation, elle fait lien entre tous ces mois passés avec des soins à l'hôpital et reprendre le cours normal de la vie. Donc, on va essayer de proposer à la personne de réintégrer un peu le droit commun, quoi. C'est-à-dire reprendre des activités hors les murs, identifier ses difficultés persistantes et les motivations à la reprise, parce que c'est parfois aussi un moment où la personne nous dit clairement qu'elle n'envisage pas de reprise, malgré la pression sociale dont elle peut faire l'objet. On va soutenir dans la levée les freins et les peurs. Et puis, on va orienter, voilà, c'est plus nous au niveau assistante sociale, on va orienter la personne vers les bons interlocuteurs du maintien dans l'emploi, vers le médecin de prévention pour une visite à la demande, une visite de pré-reprise, vers nos collègues assistantes sociales du travail, avec qui on travaille régulièrement en relais, vers les assistantes sociales de la CARSAT et autres collègues qui vont être les acteurs du maintien dans l'emploi après le temps de la maladie. Et puis, on valorise aussi beaucoup l'acquisition de nouvelles compétences dans un moment où la personne peut se sentir un peu fragilisée. C'est vraiment un temps pour acter la fin de la routine des soins,
Et puis, on invite aussi les gens à l'indulgence vis-à-vis du collectif de travail, parce que dans cette consultation, ça peut être aussi le lieu où les personnes amènent des rancœurs, amènent des choses difficiles autour de mon chef, il n'a pas pris de mes nouvelles pendant l'arrêt de travail, j'ai pas reçu de mail, ou alors mon chef, il m'a tout le temps appelé pour me demander quand est-ce que j'allais revenir. Donc voilà, l'indulgence des deux côtés, on peut être maladroit dans comment on va aborder la question, et puis dès lors qu'il y a une levée des tabous, que la personne a dit les choses, on peut quand même travailler sur des bases plus saines, plus dites, parce que ce qui peut mettre en difficulté tout le monde, c'est les non-dits. Donc ce processus d'anticipation de la reprise du travail, du point de vue du malade, il va pouvoir enfin, à un moment donné, parce qu'il a été rassuré sur son avenir médical, se projeter dans un avenir qui est plus barré, et puis dépasser les sentiments négatifs générés par l'absence au travail. Voilà, on a aussi cette culpabilité de mon report de charge sur les autres parce que je suis pas remplacée, parce que les autres ils font à ma place. Et puis reprendre du lien, c'est aussi évaluer le climat et les potentiels soutiens sociaux spontanés, parce que quand les gens reprennent, on formalise avec des plans, on fait des rendez-vous, on prépare tout, et en même temps il y a quand même beaucoup de spontanéité dans les équipes de travail qui font que l'entraide et la solidarité sont naturellement là. Et donc la personne va aussi estimer les qualités de l'environnement de travail, et puis il faut quand même toujours tenir compte des contraintes des procédures administratives liées à l'octroi de congé, puisque quand on est fonctionnaire, il faut savoir 2 mois à l'avance dans quel état on sera dans 2 mois pour savoir si on reprend à mi-temps, à temps plein, refaire passer le dossier au comité médical, éventuellement faire l'objet d'une expertise auprès d'un médecin spécialiste, tout ça jusqu'à la réception d'un arrêté de reprise d'activité professionnelle. Et puis, quand la personne doit anticiper sa reprise, elle doit aussi tenir compte du point de vue de son employeur et de ce qui se passe aussi dans le collectif de travail, parce que peut-être ce qui est le plus important, c'est travailler le désamorçage des représentations négatives. Mieux se comprendre. Mieux se comprendre, ça nécessite aussi de mieux se parler. Et puis aussi tenir compte du fait que quand on est un encadrant, il faut gérer les problématiques des remplacements des gens qui ne sont pas là. Et puis faire face aux éventuels dysfonctionnements de l'organisation de travail. Donc quand on a un service à tenir et des individualités à gérer, ça fait quand même beaucoup pour les équipes d'encadrants. Et puis concilier l'exigence de performance et la qualité de vie au travail, parce qu'il y a quand même des attendus de la personne qui revient travailler. Et donc, dans cette consultation d'aide à la reprise de travail, on oriente énormément vers la visite à la demande, mais ça, je vous la détaille pas, vous la connaissez. L'idée, c'est, dans cette anticipation, anticiper, oui, mais à quel moment ? Nous, à l'hôpital, on est toujours en train d'anticiper. Dès qu'un patient arrive à l'hôpital, on doit déjà savoir quand est-ce qu'il va sortir et dans quelles conditions, et mettre en place des plans d'aide de sortie. Donc, anticiper quand on est dans la maladie, il faut pouvoir identifier chez la personne à quel moment elle va être apte à s'intéresser, à empoigner la question de sa reprise de travail. Et puis, quand même, pour mes collègues assistantes sociales, on rappelle aux patients que les collègues assistantes sociales du travail sont des acteurs pivots du maintien dans l'emploi, tout comme les référents handicap, les cadres, les services RH et évidemment les médecins de prévention qui reçoivent les patients en visite de pré-reprise. Juste un mot sur le temps partiel thérapeutique, pour vous dire qu'en cancérologie, il y a à peu près un quart des patients qui retournent travailler sur du temps partiel thérapeutique, qu'on rappelle évidemment aux agents qui sont fonctionnaires que c'est 12 mois pour une même affection, et puis que les alerter aussi au moment de cette consultation de oui, vous allez reprendre à temps partiel, mais il faut que ce temps partiel soit cadré, soit un peu préparé, parce que retourner au travail après un moment d'impatience, c'est fort utile, mais il y a un risque de surinvestissement pour compenser les incapacités quand on reprend et qu'on est encore fatigué, et il risque d'y avoir un épuisement. Donc ce serait dommage de faire un burn-out après avoir fait un cancer. Voilà. Et pour terminer sur le congé fractionné que vous connaissez aussi très bien, ce qu'on observe, c'est que
le congé fractionné, il est quand même difficilement mobilisable du côté des comités médicaux qui l'octroient assez peu pour des patients qui sont en traitement à domicile, par exemple, qui ont des chimiothérapies sur une journée et on a du mal à obtenir un fractionnement de congé sur 2 jours, alors qu'on sait bien que le lendemain de la chimiothérapie, les patients vont être très fatigués et vont encore avoir besoin de se reposer. Mais j'ai l'impression que ça bouge ces derniers temps et que les comités médicaux amènent plus de souplesse parce que il faut quand même pouvoir tenir compte de cette nouvelle nature de soins validés, à faire valider par les comités médicaux. Et le fractionnement de congé, il est utile pour les patients qui sont soignés au long cours et qui ont cette maladie à rebondissement avec des périodes d'arrêt complet et des périodes de reprise avec des congés fractionnés. Et puis, je terminerai alors. La reconnaissance travailleurs handicapés que vous activez aussi énormément dans vos services se pose, comme pour l'invalidité, la question de cette représentation négative de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Il faut expliciter toujours très tôt ce que ça recouvre, quel est l'intérêt de ce dispositif pour le malade, lui faire comprendre que quand il y a un intérêt pour l'employeur, c'est un bénéfice pour lui, et puis parfois activer, alors pas chez les fonctionnaires, mais chez les travailleurs indépendants, pour qu'une entreprise puisse continuer d'être active pendant les traitements souvent du travailleur indépendant qui est le seul travailleur de l'entreprise. Si on ne met pas en place les auxiliariats professionnels avec les conseillers professionnels du Cap Emploi et la GFIP, l'activité elle ferme au bout de 2 mois, 3 mois. Hein. Donc alors là c'est vraiment la grande anticipation parce que c'est au moment du diagnostic qu'on s'intéresse à la problématique professionnelle. Pour les personnes qui sont agents dans la fonction publique, c'est des questions qui se posent plus au moment de la reprise. Mais il y a de la formation à donner et là on utilise énormément aussi les services des Cap Emploi avec qui on travaille beaucoup et avec grand plaisir. Et puis pour terminer, juste quelques mots de conclusion. Traverser une maladie invalidante, c'est vraiment acquérir de nouvelles compétences dans la gestion du stress, dans la gestion des imprévus, la question des priorités qui sont revues après une maladie, les urgences, et puis l'empathie qui est quand même chez les patients qui ont vécu ce parcours de soins une compétence nouvelle notable. Et puis de posture constructive. Les gens ils arrivent avec cette nouvelle posture. L'expérience de la résilience et puis voilà, et aussi un développement de force mentale avec la question de l'engagement, la question de la persévérance et puis s'être retrouvé dans un milieu hospitalier pendant des mois, devoir se soigner, on fait aussi de nouveaux apprentissages comme être capable de gérer sa santé. Le contrôle des émotions et la confiance dans ses capacités et la confiance interpersonnelle qui peut être aussi transposable en milieu de travail quand la personne se met dans cette nouvelle posture. Les personnes aussi font preuve de flexibilité psychologique avec une capacité à poursuivre des buts et à agir selon des valeurs malgré la difficulté et la détermination dans le développement des projets. Quand on a réussi à survivre à un cancer et à tous les effets de la maladie et des traitements, on peut imaginer que la personne est vraiment un atout dans son milieu de travail. C'était la course. Donc merci à vous deux pour votre témoignage qui est effectivement riche et qui permet de replacer aussi au centre du parcours d'accompagnement qui va être proposé par les uns et les autres en fonction de leur champ professionnel, la personne qui va être concernée par la situation effectivement de maladie chronique invalidante. Il y a eu énormément d'échanges, de questionnements. C'est vrai que là, on a déjà dépassé le terme de ce webinaire. On voit dans les témoignages qu'effectivement, il y a l'importance de rapprocher ce champ médical au champ professionnel, qu'il existe des outils. Effectivement, il y a des choses en interne dans les centres hospitaliers parfois qui permettent de faciliter ce rapprochement, mais il y a également des outils RH qui peuvent être mobilisés pour faciliter et anticiper l'orientation, en tout cas, de ces personnes sur un retour sécurisant.
Notamment, ça a été cité par un grand nombre, la visite de reprise, de pré-reprise, la visite à la demande, parce qu'effectivement, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, bien que des textes sur le service de santé au travail sont en train d'évoluer, pour l'instant, il n'existe pas de visite de pré-reprise en tant que telle, mais ils peuvent mobiliser pendant la période d'arrêt cette visite à la demande qui va permettre de sécuriser et de venir apporter un éclairage, effectivement, à l'employeur, au manager, au collectif de travail. Je vous invite à prendre quelques minutes avant de nous quitter pour télécharger les documents, le document qui a été présenté par les deux professionnels du Centre Leclerc. J'ai également joint deux petits documents, un réalisé par l'ANACT et l'autre donc le document sur l'ANACT, c'est sur les maladies chroniques invalidantes, et l'autre document, c'est mon collègue a un cancer, comment réagir, parce qu'effectivement, ce lien et cette communication entre l'employeur et la personne va être important, mais le retour à l'emploi va nécessiter aussi un retour vers les collègues, et on a pu le voir au travers vos témoignages et le vécu des personnes que vous accompagnez, que ça peut être très difficile pour elles. C'est des moments qui peuvent être lourds en sens, en émotions, etc. Et parfois, le collectif se sent bien démuni par rapport à tout ça. Et dans la brochure, il y a pas mal de petits conseils, voilà, des bonnes pratiques qui ont été révélées. Donc, voilà, un partage de documentation qui pourra vous aider. Et comme Fabrice Goertz vous l'a précisé, comme nous avons pas le temps de traiter les questions, nous ferons un document qu'on nommera FAC, qui reprendra les éléments saillants des échanges que vous avez, des pratiques que vous avez mis en avant, et puis également des réponses à vos questions qui seront apportées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer, si vous avez des questions plus précises, à les rédiger dans vos messages, vos questions. Voilà, et je tiens à remercier vivement les intervenantes pour la qualité et la richesse de leurs témoignages. Merci à vous. Merci. Moi, j'aimerais bien.